Nous avions l'habitude de nous retrouver le 11 novembre au Monument aux Morts pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la démocratie et la paix en France, en Europe et dans le monde. À cette occasion, nous lisions la liste des enfants de Ville d'Avray, dont les noms figurent sur le Monument aux Morts. Les enfants des écoles étaient présents aux côtés des élus et des représentants des associations patriotiques. Car le 11 novembre est une journée qui concerne toutes les générations. La célébration de cette année est différente. Il n'y a pas de rassemblement. Néanmoins, nous pouvons la vivre avec la même solennité et avec la même détermination. Je vais vous lire le message qui nous a été adressé par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de la 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance.
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je voudrais vous lire la liste des soldats morts pour la France. Le chef d'escadron Clément Frison-Roche, le chef d'escadron Benjamin Gireux, chef d'escadron Nicolas Mégard, capitaine Pierre Bocquel, capitaine Alex Maurice, major Julien Carrette, maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, l'adjudant Alexandre Protin, maréchal des logis chef Valentin Duval, maréchal des logis chef Antoine Serre, adjudant Jérémy Lezy, adjudant Jean-André Jouk, caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, brigadier-chef Dmitro Martin-Yourk, brigadier Kevin Clément, brigadier Todo Assina Razanfitsa-Lama, maréchal des logis Andy Fila, maréchal des logis ST, brigadier Arnaud Volpe. Je vous remercie. Et je vais donner la parole à Pierre Chevalier, conseiller délégué aux anciens combattants et aux commémorations, qui a quelques mots à partager avec nous. Mesdames et messieurs les élus, chers concitoyens et amis, nous sommes ensemble pour commémorer l'armistice de la guerre 14-18, pour en honorer les victimes et tenter de comprendre comment faire vivre la paix. Quand j'en évoque les victimes, je veux parler de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents qui sont morts pour que la France reste la France. Sans leur sacrifice, notre pays serait probablement dirigé par des hommes que nous n'aurions pas choisis, avec des lois et des coutumes qui ne seraient pas les nôtres. En résumé, sans eux, nous ne serions plus un peuple libre. Le déclenchement de la Grande Guerre résulte par le jeu des alliances de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914. Même si l'Autriche-Hongrie, son pays, avait dans l'idée d'annexer un jour la Serbie, aucune raison, a priori, pour que la France et l'Allemagne s'entretuent une nouvelle fois, même si la France nourrissait depuis des années le secret espoir de récupérer l'Alsace et la Lorraine, perdus en 1870. Et alors aussi que de son côté, l'Allemagne songeait déjà à cette époque à s'agrandir au détriment de la Russie. Et c'est ainsi que chaque pays, rêvant d'assouvir une revanche ou une ambition, la guerre est devenue mondiale, accompagnée de l'illusion qu'elle n'allait durer que peu de temps, l'avenir devant malheureusement démontrer le contraire. 4 ans de souffrance et de sacrifice. On peut dire que le déclenchement de cette guerre constitue, d'une certaine manière,
la parfaite illustration de l'inconséquence des comportements humains lorsque l'on compare le désastre qui en a résulté à l'intérêt que chaque pays pensait y trouver. Mais peut-être peut-on dire la même chose de chaque conflit. C'est un courage inouï et des souffrances indicibles qui caractérisent la vie des soldats dans l'enfer des tranchées. Du courage, il leur en fallait lorsque, la peur au ventre, ils devaient s'élancer à l'assaut des tranchées ennemies où le combat finissait souvent à la baïonnette. L'artillerie s'en mêlant, ce sont dorénavant des orages d'acier qui s'abattent sur la tranchée ennemie avant qu'il lui soit donné l'assaut, pour reprendre le titre du livre de l'officier allemand Ernst Jünger, paru en 1920. Et pour bien comprendre à quoi cela correspond, il convient d'imaginer que ce sont plus de 50 millions d'obus qui se sont déversés sur Verdun, c'est-à-dire un obus par mètre carré. C'est inimaginable. Parmi toutes les batailles auxquelles la nation s'est livrée depuis la Marne, aucune ne s'est véritablement révélée décisive. Qu'il s'agisse de la Somme, du chemin des Dames ou de Verdun, même si cette dernière constitue la plus grande bataille défensive de l'histoire. Conclue au bénéfice des Français, mais à quel prix? Plus de 300 000 soldats tués et 400 000 blessés pour l'ensemble des deux camps. Rappelons que c'est lors de cette bataille que le général de Gaulle a été blessé. Le bilan en pertes humaines constitue une caractéristique effrayante de cette guerre, pendant laquelle plus du quart des hommes de 18-27 ans ont perdu la vie. Si on ajoute les pertes civiles aux 1 400 000 soldats tués, ce sont 1 700 000 hommes et femmes qui sont morts. Pas une famille qui n'ait perdu un fils, un père, un frère, un parent ou un ami. Dans ces conditions, et pour soutenir l'effort de guerre, les hommes étant au front pour se battre, les femmes les ont remplacés au champ pour le travail de la terre et à l'usine pour fabriquer les obus. Une telle mobilisation de toutes les forces du pays ne s'était jamais vue auparavant. Ensuite, l'engagement des États-Unis est décisif. 1 million de soldats à la mi-juillet 1918 venant s'ajouter à ceux de l'Empire britannique. Alors que la grosse Bertha pilonne Paris, Pétain réorganise les armées et Foch lance alors les assauts qui finissent par assurer la victoire. Enfin, après 4 ans d'héroïsme et de souffrance. Le 11 novembre 1918, à l'aube, l'armistice est signé à Rotonde. Et le 28 juin 1919, soit 5 ans exactement après l'attentat de Sarajevo, c'est la signature du traité de Versailles. Mais les germes de la guerre suivante sont déjà contenus dans ce traité aux conditions humiliantes pour l'Allemagne, ainsi que, mais même si c'est dans une moindre mesure, pour la Russie. Ces deux pays n'acceptant pas qu'on ait amputé une partie de leur territoire pour créer la Pologne. Ils sauront s'en souvenir en 1939, quand ils s'uniront contre la France et l'Angleterre. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman sont démantelés, mais la France, de son côté, récupère l'Alsace et la Lorraine. Le monde d'après ne ressemblera vraiment plus à l'ancien. La révolution russe avance à grands pas vers une dictature collectiviste mortifère pour le pays et contagieuse pour d'autres. L'Arménie pleure les morts du génocide perpétré en 1915 par la Turquie sur son peuple, avant d'autres tragédies analogues dans le futur. Au nom du plus jamais ça, un pacifisme aux conséquences funestes commence à contaminer sournoisement l'attitude et la politique de la France et de l'Angleterre, en les guidant inexorablement sur le chemin fatal de tous les renoncements face à la montée du nazisme. La Société des Nations, pâle préfiguration de l'ONU, voit le jour en 1920. Son ambition était grande, mais son incapacité à empêcher les conflits l'était aussi. Trop de revanches étaient à prendre pour que les nations aient réellement l'envie de se parler utilement. Une conséquence du monde d'après, c'est l'importance nouvelle prise par la femme dans la société, la guerre l'ayant propulsée à des niveaux de responsabilité et d'indépendance impensables jusqu'alors. Son émancipation est en marche. Il est de coutume, à chaque guerre, de vouloir tirer une leçon pour pouvoir se dire que ça n'arrivera plus jamais. En l'espèce, une trentaine de pays impliqués, 19 millions de morts, dont presque autant de civils que de militaires,
Cela a-t-il permis d'instaurer une paix durable? Non, car trop de rancœurs s'étaient déjà accumulées et les nations s'étaient déjà engagées sur trop de chemins divergents. Une nouvelle déflagration mondiale, encore plus meurtrière et opposant autant des idéologies que les nations entre elles, s'annonçait. Alors que faire dans le monde violent que nous connaissons, balayé par les vents de l'idéologie, de l'intolérance et du fanatisme? Mais aussi, d'un autre côté, par quel mystère arrivons-nous à vivre en paix depuis 75 ans? Cela, nous le devons à la dimension visionnaire, à l'audace et au courage inimaginable dont ont su faire preuve les dirigeants français et allemands, en faisant acte de réconciliation d'abord et en construisant l'Europe ensuite. Nous ne pouvons nous souvenir qu'avec émotion de la poignée de main du général de Gaulle avec le chancelier Adenauer, puis de celle du président Mitterrand avec le chancelier Helmut Kohl. Quelle incroyable force symbolique également de voir l'Europe démarrer avec la mise en commun par la France et l'Allemagne de leur industrie de l'acier, non plus à présent pour forger les canons de leur artillerie, mais pour le développement économique de leur pays. Disons les choses simplement. Dialogue démocratique, respect et travail en commun, chez nous ou ailleurs, constituent la seule issue pour que la paix restaurée se perpétue. Au-delà de nos origines, de notre culture et de nos croyances, rencontrons-nous et respectons-nous et aimons la France, soit qu'elle nous ait vus naître, soit qu'elle nous ait accueillis sur son sol, et agissons autour de nous pour le bien commun, chaque fois que la possibilité nous en est donnée. Vive la France. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Pierre Chevalier et je propose de diffuser un extrait de la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos maisons campagnes. En hommes citoyens, armez vos bataillons. Marchons, marchons, traçons à plus, à brave nos sillons. Amour sacré de la Je vous remercie.